Et donc enfin, on va laisser place à Sylvain Carrière, député de la 8e circonscription de l'Hérault. Il est membre de la commission développement durable et aménagement du territoire. Et je lui laisse la parole. Merci Livia, bonsoir à toutes et tous. Moi aussi, commencer par remercier toutes les militantes et les militants qui ont permis et organisé et diffusé cette réunion. Vous remercier à vous toutes et à vous tous pour votre présence. Remercier aussi nos équipes qui, depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, organisent cette réunion. Et remercier Emma et Arash parce qu'effectivement, à la France Insoumise, même jusqu'à des engagements comme ça de réunion publique, ils ont tenu cette promesse et cet engagement, puisque c'était, on disait tout à l'heure, il y a un petit peu plus d'1 an, où on avait fait une réunion publique à Frontignan. Et vous avez été 3 sur 4 élus, puisqu'il y avait Anthony Smith qui était avec nous et la locale de l'étape, Stéphanie Cosit, qui était à cette réunion à Frontignan. Et on s'était dit, une des premières réunions de bilan de mandat sera à Frontignan ou dans l'Hérault, donc être ici ce soir, c'est aussi un engagement tenu. On pourrait dire, et vous en avez dit beaucoup, que vous avez tout dit et que en 1 an il ne s'est pas passé grand chose, mais en fait si, malheureusement il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez évoqué plein de sujets, chaque fois avec le même constat, qu'on va de plus en plus vers une jonction entre la Macronie et l'extrême droite. C'est le cas, et tu le disais, Arash, au Parlement européen, mais c'est aussi le cas à l'Assemblée nationale. Et notamment, on le voit avec tous les textes de loi que Nathalie a évoqués, mais on le voit aussi, et notamment sur la question écologique et les enjeux écologiques, où depuis 1 an, là aussi, tu disais, Arash, ils sont en train de revenir au niveau européen sur les maigres avancées, et vraiment à l'Assemblée nationale, en France, et c'est ce qu'on s'aperçoit aussi, et d'ailleurs c'était le sens de ma question au gouvernement mardi à la ministre de la Transition écologique. Ça fait 5 ans qu'elle est là, ça fait 8 ans maintenant que les macronistes sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'à les écouter, ils font tout bien quand on les écoute, mais ils font rien, et en plus, ils détricotent le peu qu'ils ont essayé de faire en nous faisant mal en plus. Et donc, on s'aperçoit que depuis 1 an, et nous, on le vit vraiment entre les 2 mandats, ce qui change vraiment depuis la dissolution, c'est qu'avant la dissolution, on disait qu'il y avait 3 blocs à l'Assemblée nationale. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Et on sent vraiment qu'on est le dernier rempart. C'est nous ou c'est eux en face. Et c'est ce qu'on dit souvent, c'est que les macronistes courent après la droite, qui courent après l'extrême droite, et en fait tout ça dérive avec des textes de loi et des discours de plus en plus pourris et nauséabonds, avec des lois qui sont vraiment horribles. Enfin, Nathalie, tu disais la niche UDR, mais c'est des textes pourris quasiment tous les jours depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Et donc, on sent vraiment cette confrontation entre eux et nous, et que si nous on ne tient pas bon, effectivement ils vont encore plus dérouler, donc on a vraiment un enjeu à tenir bon. Moi je vais essayer en tenant le temps, parce que sinon de ne pas être très long, mais de revenir sur 2 lois, notamment avec l'enjeu écologique. C'est la loi Duplon, puisqu'on va en entendre parler notamment encore la semaine prochaine, puisque c'est le vote à l'Assemblée nationale après la CMP. Vous savez, c'est la loi pesticides, la loi agro-business, puisque c'est une loi qui va réintroduire les néonicotinoïdes, donc ce pesticide tueur d'abeilles. Mais c'est pas tout, c'est une loi qui va permettre aux fermes aux exploitations d'être de plus en plus grandes, avec beaucoup moins d'autorisation. Donc on va arriver avec ce modèle de nouveau de ferme-usine. C'est cette loi aussi qui va permettre de développer, de multiplier les méga-bassines, et ainsi de suite. Voilà, tout ça qui est dans cette loi, qui ils nous la présentent comme la loi qui va sauver l'agriculture, et en réalité c'est la loi qui va encore plus tuer l'agriculture, puisque c'est une loi qui va encore plus livrer l'agriculture française au marché, aux lois du marché, et sous couvert il faut de la rentabilité, il faut sauver la filière betterave ou la filière noisette, à côté de ça, en réintroduisant les néonicotinoïdes,
on va tuer les insectes pollinisateurs et les abeilles, et donc on va impacter et tuer la biodiversité et donc l'agriculture elle-même. Mais toujours dans le prisme qu'ils ont, la Macronie, la droite et l'extrême droite, il y a un modèle, il ne va pas, mais on continue à aller dans le mur. Ça fait plusieurs décennies que leur modèle ne fonctionne pas, qu'il amène tout le monde dans le mur, l'agriculture, mais aussi les paysans qui sont les premières victimes de ce modèle agricole. Mais eux, non, ils essayent encore plus de mettre des pansements pour essayer de faire perdurer ce système. Et nous, face à ça, on essaye de tenir bon et on tient bon en présentant notre modèle. Alors, on arrive avec ce que je disais, avec deux visions du monde qui s'opposent. Eux, c'est de voir une agriculture intensive avec des exploitations de plus en plus grandes. Et nous, c'est un modèle avec, tu le disais, Livia, dans ton introduction, un modèle agricole qui respecte le vivant, qui respecte les agriculteurs, qui respecte la terre. Un modèle agricole, d'ailleurs, repensé aussi sur une diversification. Parce qu'aujourd'hui, moi notamment, alors ça avait commencé avant la dissolution et j'ai continué après, parce qu'on a dû reprendre, mais je fais un rapport sur la viticulture que vous pouvez trouver au fond de la salle. Et c'est de dire, ils nous disent oui, mais dans le sud, il n'y a rien d'autre qui fonctionne, on est obligé de faire de la viticulture. Mais comme la viticulture aujourd'hui fait face aux canicules et à la sécheresse, alors il faut qu'on fasse des méga-bassines, alors il faut qu'on arrose les vignes. Oui, enfin, vous arrosez les vignes, mais derrière, la production, elle ne se vend pas parce que vous n'avez rien réglé. Et donc, du coup, vous allez réutiliser de l'eau pour distiller avec de l'argent public encore, ainsi de suite. Donc voilà, encore, à travers le modèle viticole, on voit vraiment que leur modèle agricole ne fonctionne pas. Et plutôt que de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne en diversifiant notre modèle agricole, même ici, en installant des maraîchers, en installant, en ce moment, il y a beaucoup d'expérimentations qui se font autour de la pistache, de l'aloe vera. Enfin, autre chose est possible que faire à tout prix de la vigne, sachant que, effectivement, notamment dans ce rapport, on voit très bien que ça soit au niveau national et que ça soit au niveau mondial, il y a une baisse de la consommation, il y a des attentes des consommateurs qui ont évolué, il y a effectivement un impact du réchauffement climatique qui fait qu'on ne peut pas produire comme on produisait avant, puisqu'en plus, il y a quelques années, on leur a fait arracher la vigne en leur disant mais il faut des cépages qui soient beaucoup plus productifs. Sauf que ces cépages ne sont plus adaptés aux attentes des consommateurs et ne sont plus adaptés au réchauffement climatique. Donc il faut, j'allais dire, faire marche arrière, mais voir autrement, de dire il faut avoir des cépages plus résistants aux maladies, au réchauffement climatique et surtout des cépages plus adaptés aux attentes des consommateurs. Enfin, tout ça veut dire, et je regarde la montre parce que j'en suis qu'à mon premier point et je suis déjà très lent, mais tout ça pour dire que ça se planifie et qu'eux, ils ne sont pas dans une vision de planification, ils sont dans une vision de on met des pansements par-ci, par-là pour continuer un modèle qui détruit tout sur son passage. L'autre loi que je voulais évoquer, c'était la loi, et c'est là où il faut que je fasse vraiment très attention au temps parce que je pourrais en parler longtemps, c'est la loi simplification. Donc vous savez, c'est la loi un petit peu fourre-tout, parce qu'on se disait, bon, simplification de la vie économique. Alors on dit, ah, mais c'est bien, ça va résoudre plein de problèmes et ça va solutionner. Sauf qu'ils en sont servis pour, par exemple, mettre l'OFB sous tutelle, l'ANSES sous tutelle, ainsi de suite, là aussi, pour vraiment attaquer les petites avancées écologiques des dernières années. Et puis alors, ils nous disent maintenant, ah oui, mais vous avez voté contre cette loi, et donc du coup, vous savez, c'est le débat sur les ZFE. Les ZFE, et je vais revenir là-dessus, parce que c'est vraiment, l'affiche nous quitte aussi, c'est vraiment le modèle où on nous dit « Ah, mais vous êtes contre les ZFE, donc vous n'êtes pas pour une écologie populaire. Vous êtes pas écolo. » Et si, justement, mais nous, on est écolo, mais on est pour une écologie populaire et une écologie qui oublie personne. Et par exemple, le lien que je pouvais faire avec le premier point sur l'agriculture, c'est que eux, avec leur modèle agricole qu'ils cherchent à développer, ils favorisent toujours les plus grands pour avoir des fermes de plus en plus grandes, pour avoir des exploitations de plus en plus grandes, mais sans revenir vraiment sur le revenu, par exemple, des paysans. Donc, ils en laissent beaucoup au bord de la route et sans
sans avoir cette vision globale. Et sur les ZFE, ben nous, c'était exactement ce qu'on avait dénoncé, puisque c'est une directive européenne, vous n'y étiez pas à ce moment-là, mais qui a été après, chaque État a dû appliquer. Et en France, quand c'est arrivé en 2019, nous, on n'y était pas à l'Assemblée nationale, mais les Insoumis qui étaient élus en 2019, au moment de la loi d'orientation et de mobilité, avaient alerté en disant « Attention, effectivement, il y a une question de santé publique et il faut améliorer la qualité de l'air, mais avec les ZFE, on oublie des millions de Françaises et de Français qui ne pourront plus se déplacer, qui utilisent leur véhicule aujourd'hui par contrainte parce qu'ils n'ont pas d'alternative accessible et acceptable. Et si demain, on les interdit d'utiliser leur véhicule, ben on va exploser ce chiffre de 15 millions parce qu'en 2023, c'était 13 millions de personnes qui étaient en précarité mobilité. Donc ça voulait dire qu'elles ne pouvaient pas se déplacer librement. 2 ans après, sans avoir mis en place les ZFE, c'est 15 millions de personnes qui sont en précarité mobilité. Si demain on met vraiment les ZFE en application, ce chiffre va exploser. Alors nous, en 2023, avec Nathalie, on avait alerté le président de la métropole, on y avait fait un courrier. Bon, a priori, on sait qu'ils ont tout cassé, même le service de la Poste, mais bon, aujourd'hui on est quand même en 2025. Bon, on n'a toujours pas eu de réponse, peut-être le courrier n'est pas arrivé. Alors, comme au bout de plusieurs mois, le courrier n'était pas, on n'avait pas de réponse, on s'est dit on va en faire un deuxième, puis un troisième. Et on n'a jamais eu de réponse du président de la métropole de Montpellier. Bon, vous avez certainement suivi, les ZFE ont été suspendus à la demande de la droite. Alors apparemment, à quelques mois des élections, c'est plus facile de céder à la droite qu'à des courriers de vilains insoumis. Enfin, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on le voit avec la suppression des ZFE, parce qu'elles ont été supprimées, puis en commission à l'Assemblée nationale, puis elles ont été essayées d'être réintroduites en séance, mais là, ils sont venus nous voir en nous disant, mais regardez, la droite demande un moratoire de 5 ans. Bon, 5 ans, 2025, 2030. Le Parti communiste demande un moratoire jusqu'en 2030. Ah oui, c'est très différent. Le RN demande la suppression. Donc là, vous êtes en train tous de vous retrouver. Et nous, on dit, ben non. Non, parce que si on fait un moratoire, comme ça a été fait à Montpellier, mais sans vraiment mettre des moyens pour développer les transports en commun et donc proposer des alternatives, enfin, le moratoire à Montpellier, il est valable jusqu'en 2027. Bon, je ne sais pas, on peut réfléchir qu'est-ce qu'il y a entre aujourd'hui et 2027. Il y a peut-être des élections et on se dit, bon, on verra plus tard. Bon, ben, ça tombe bien, on y sera et on verra plus tard. C'est qu'il n'y aura pas de ZFE tant qu'il n'y aura pas d'alternative pour toutes et tous. Mais tout ça pour dire qu'on ne peut pas faire une écologie en oubliant des millions de Françaises et de Français. Et en développant les transports en commun, ben, on a un double gain. On a ce gain écologique, parce que si on développe les transports en commun, on va améliorer la qualité de l'air. Et on a un gain économique, parce qu'aujourd'hui, utiliser une voiture, c'est un gouffre financier pour les Françaises et les Français qui les utilisent. Et quand le Rassemblement national nous dit être du côté du peuple, ben là aussi, ils sont vraiment très hypocrites, parce que lui, il propose de supprimer les ZFE, mais il vote contre les budgets pour les trains du quotidien, pour les trains de nuit, pour le vélo, et ainsi de suite. Donc, il condamne les Françaises et les Français à utiliser leur véhicule. Donc, ils ne sont vraiment pas du côté du peuple, ni du côté de la santé publique. Mais bon, de toute façon, c'est cette question de santé publique. Si les macronistes vraiment, aujourd'hui, avaient un intérêt et voulaient vraiment améliorer la santé publique, ils ne réintroduiraient pas avec la loi du plomb les pesticides, ils arrêteraient de mettre des moyens dans la 69, dans le COM et dans le lien, et dans les 55 projets routiers, autoroutiers, comme Nathalie, tu l'évoquais tout à l'heure. Enfin, c'est leur politique toujours du en même temps. On va faire des autoroutes, mais on va interdire les gens à utiliser leurs véhicules dans les métropoles, et donc on va les contraindre à plus utiliser leurs véhicules, mais ça veut dire qu'il y a un problème de liberté, de privation de liberté de se déplacer, mais donc du coup d'accès aux services de santé, aux services publics, au travail, parce que souvent, ben c'est ça, moi, souvent dans l'ouest de la métropole de Montpellier, les gens me disent ici c'est le Far West de Montpellier, on nous dit qu'on ne peut plus utiliser les véhicules, mais on n'a pas de transport en commun. Donc demain, comment je fais pour aller travailler dans le centre-ville de Montpellier? Je n'ai pas de transport en commun, je ne peux plus utiliser ma voiture. J'accélère parce que des ZFE, je pourrais en parler très longtemps, mais tout ça pour dire que sur l'écologie, ils font tout à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. D'ailleurs, tu évoquais, Emma, le budget. Sur le budget de l'écologie, cette année, ils ont fait une coupe de 20%. Sur le fonds vert,
ils ont fait une coupe de 50%. Ma prime rénov, notamment pour les passoires énergétiques, ils l'ont supprimé, ainsi de suite. Donc, ils sont en train de détricoter tout, alors qu'il faudrait vraiment mettre des moyens pour aller plus vite et pour aller plus loin. Donc, nous, il nous reste à tenir bon, mais à tenir bon déjà pour avancer nos propositions, mais pour les foutre dehors très rapidement. Parce que je vous parlais du modèle agricole, je vous parlais du problème des transports, mais quand vous avez un ancien ministre de l'Agriculture qui est toujours là et qui est président de groupe, Marc Fesneau, pour ne pas le nommer, et qui dit aux journalistes dans les couloirs du Sénat, t'as vu, j'ai dit du bien des pesticides. Enfin, si on pense qu'on va arriver à vraiment renverser la table avec ces gens-là, on n'y arrivera pas. Ce qu'il faut, c'est les dégager. Pareil, Tabarot, ministre des Transports, qui, encore ce matin, dit du mal des grévistes. Bon, ça, on est habitué. Mais en plus, ce gars a une vision pro-bagnole tout le temps. De toute façon, sur les ministres des Transports précédents, on a vu ce qu'ils ont fait, notamment avec le fret ferroviaire. Si vraiment ils veulent améliorer la qualité de l'air via les transports, ils n'ont qu'à mettre les camions sur les routes et donc déjà, ils vont améliorer la qualité de l'air. Pannier-Runacher, je n'y reviens pas dessus, je vous laisse aller voir sa réponse aux questions gouvernement où elle a été horrible et puis de toute façon inefficace depuis 5 ans. Donc tout ça nous amène à dire qu'il faut rester mobilisé, mais mobilisé au Parlement européen, mobilisé à l'Assemblée nationale, mobilisé partout, mobilisé ici, parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est eux qui donnent une direction, mais c'est nous qui sommes le dernier rempart, comme je le disais. Donc il faut rester mobilisé à toutes les actions sont utiles, et que ça soit, quand on discute avec notre entourage, que ça soit dans les manifestations, dans les luttes, dans les rassemblements qu'il va y avoir, que ça soit dans les urnes, puisqu'il va y avoir effectivement des élections, une sûre, peut-être 2, peut-être 3, si on arrive à virer Macron d'ici là, en 2026. Donc, il va y avoir des élections. Et donc, tout ça, ça veut dire qu'au quotidien, à tous les niveaux, chacune et chacun d'entre nous doit être mobilisé pour les virer au plus vite et mobilisé pour gagner demain, pour appliquer notre programme de rupture et pas un programme où on va faire des compromis et des compromissions avec les uns et les autres, mais vraiment un programme de rupture pour changer la vie de millions de Françaises et de Français.